Mogadiscio, capitale somalienne. Fin décembre, dans l'un des hôpitaux de la ville, 2 membres de MSF ont été tués, Philippe et Andrias, que tout le monde appelait Katché. Dadaab, camp de réfugiés somaliens au nord du Kenya. 2 femmes membres de MSF ont été enlevées ici. Blanca et Montserrat ont disparu il y a 3 mois. Ces 2 agressions placent MSF face à un dilemme. Comment assurer la sécurité de ses équipes dans ce pays où l'aide médicale d'urgence permet de sauver des dizaines de milliers de vies? MSF demande donc aux autorités somaliennes et à celles contrôlant les zones où Blanca et Montserrat sont détenus de tout faire pour faciliter leur libération et d'assurer la sécurité des travailleurs humanitaires afin que la population puisse continuer à recevoir l'assistance dont elle a cruellement besoin. L'afflux rapide de plus de 20 000 personnes à Doro a posé des problèmes médicaux, mais aussi d'hygiène et d'accès à l'eau. MSF est donc intervenu fin novembre pour construire des latrines, installer des pompes et prendre en charge les cas de diarrhée, de paludisme et les maladies respiratoires. Nous sommes partis de Sali. Le voyage était dur. Nous étions fatigués car nous devions porter nos affaires sur la tête et nos enfants sur le dos. En octobre, il pleuvait sur la route. La présence de ces réfugiés pose également des problèmes de sécurité. La tension monte avec les habitants de Doro qui doivent désormais eux aussi lutter pour accéder à l'eau. Toujours au Soudan du Sud, des violences intercommunautaires dans l'état de Jonglei ont poussé des milliers de familles à fuir. MSF a temporairement quitté la zone suite au pillage de 2 de ces structures. Elle y est retournée début janvier. De nombreuses personnes, toujours cachées en brousse, n'ont aucun accès aux soins. Pour améliorer son programme tuberculose, l'équipe MSF de Kampong Cham utilise un nouveau test diagnostique plus rapide. Elle a aussi mis en place un suivi complet des malades, des soins à domicile et un dépistage plus actif en ciblant l'entourage de ses patients. Ça fonctionne comme un réseau. On regarde qui sont les proches du patient pour déterminer qui a pu être exposé, qui a de fortes chances d'avoir la maladie, qui en présente déjà les symptômes. Ensuite, on les fait venir à la clinique afin de les suivre et de les tester pour savoir s'ils ont la tuberculose ou pas. Cette méthode permet à MSF d'améliorer le dépistage et d'inverser la progression de la maladie. L'enjeu pour les équipes, c'est aussi d'informer au mieux la population. Avec des séminaires dans les mosquées, les pagodes, les universités ou des interventions à la radio, elles souhaitent améliorer les connaissances sur la maladie et ses symptômes et diminuer la stigmatisation qui entoure les malades. Pour détecter et traiter rapidement les cas de paludisme, il faut aller au plus près des patients, de l'hôpital au village en périphérie. Pour ceux qui vivent trop loin du centre de santé, la première étape, c'est donc l'agent paludisme. Les agents palus sont des personnes choisies par la communauté, mais formées par MSF. D'abord au diagnostic, ensuite au traitement, pour donner la première prise et pouvoir aussi évaluer la sévérité des cas qui se présentent à eux. L'agent paludisme réfère les cas compliqués au centre de santé. Si les enfants sont très affaiblis, ils sont alors transférés en moto vers l'hôpital de Moïsala. Menée par MSF pour la 2e année consécutive, cette expérience montre la réduction des cas de paludisme sévère. Au total, 33 000 enfants ont été traités. L'équipe veut désormais aller plus loin.
Elle prévoit d'introduire l'année prochaine un traitement préventif pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, et ce pendant toute la durée du pic de paludisme. Les enfants qui arrivent à l'hôpital de Rutshuru souffrent la plupart du temps de paludisme. Ce sont des enfants très affaiblis qu'il faut prendre en charge rapidement. La saison du paludisme a commencé en septembre dernier, mais depuis le mois de novembre, les médecins constatent un nombre de cas exceptionnellement élevé. En conséquence, le service pédiatrie est très sollicité et les enfants sont souvent plusieurs par lit. La plupart des enfants que nous recevons ici, ils viennent avec la mobilité est dominée par le palais. Ils viennent avec un taux bas d'hémoglobine à 2 grammes, à 4 grammes. Il faut transfuser ces enfants-là. La malnutrition est la deuxième pathologie ici. Les enfants qui vivent parfois loin de l'hôpital sont pris en charge tardivement. Pour limiter les retards dans l'accès aux soins, MSF appuie 4 centres de santé en périphérie de l'hôpital, comme celui-ci à Ntamugenga. L'équipe MSF de Tabar est en plein travaux. Un nouvel hôpital de 120 lits va bientôt voir le jour. Mais l'offre de soins reste inadaptée à Haïti. Déjà trop peu nombreuses avant le séisme, les infrastructures sont toujours trop éloignées ou trop chères pour les populations des bidonvilles. Pourtant, les besoins sanitaires de la population restent immenses. L'épidémie de choléra, qui a commencé fin octobre 2010, fait encore des victimes. À mon arrivée, on m'a fait une injection intraveineuse. Je ne pouvais pas me tenir debout, je ne pouvais même pas parler. Je souffrais énormément. Maintenant, je parle et je commence à avoir de la force. Je suis une nouvelle personne. Durant l'épidémie, MSF a pris en charge un tiers de tous les malades du pays. Aujourd'hui, ces équipes continuent de traiter les nouveaux cas et de surveiller l'évolution du choléra afin d'être prêtes en cas de nouvelles flambées. Dans la zone affectée par le séisme, l'ONG gère 4 hôpitaux spécialisés dans la chirurgie d'urgence.